Bonsoir et bienvenue dans votre émission, votre nouvelle émission Les Échos du Pige. Les Échos du Pige, c'est une toute nouvelle émission voilà, sous Canal 10 que j'ai le plaisir de présenter avec des invités qui font partie du groupe WhatsApp que j'ai créé il y a quelques mois qui s'appelle donc le Pige. Donc au départ c'était le Pige 1, 256 personnes, aujourd'hui le Pige 2, 256, le Pige 3, 256, le Pige 4, 246. Donc bientôt on sera au 5e Pige. Aujourd'hui plus de 1000 membres font partie de ce Pige. Toutes les obédiences sont représentées, pas maçonniques, mais en fait toutes les obédiences philosophiques, c'est-à-dire les syndicalistes, les économistes, les hommes civils, en fait les gens qui apportent leur contribution dans ce groupe WhatsApp. Et justement l'occasion nous est donnée ce soir dans les Échos du Pige de vous parler de ce groupe WhatsApp aujourd'hui qui est le meilleur groupe WhatsApp de Guadeloupe. Alors mes invités aujourd'hui, Pierre-Yves Chico, bonsoir. Bonsoir Daniel Martias. Merci d'être ce soir dans la première des Échos du Pige. À vos côtés, Eric Coriolan, bonsoir. Bonsoir Daniel. Très bien, et vous? Très bien. Georges Boucard. Bonsoir Daniel, bonsoir à la population de la Guadeloupe. Comment allez-vous, Georges? Très bien, toujours. Vous êtes très informé en ce moment. Ah, toujours très en forme. Très actif sur le Pige. Sur le Pige. Et Marvin Martol, grande famille. Daniel. Bonsoir Marvin. Tout à fait. C'est un plaisir d'être avec vous. Bienvenue et merci à tous les quatre. Alors messieurs, avant de parler de thèmes d'actualité, ce qui est intéressant, c'est de parler du Pige, puisque c'est vrai que beaucoup de nos téléspectateurs ne connaissent pas encore ce groupe WhatsApp. Pierre-Yves, dites-nous deux mots justement par rapport au Pige et ce qui a aussi retenu votre attention au niveau des différents postes. Alors, merci de m'avoir fait l'honneur de faire partie de ce groupe WhatsApp qui essaime, qui se multiplie. Ce que j'aime beaucoup dans ce groupe, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est la diversité. Ce sont les échanges qui prolifèrent, mais toujours sur le ton du respect. Je n'ai jamais pu observer un mot plus haut que l'autre. Et je regardais encore tout à l'heure, ce qu'il y a de frappant en termes d'évolution, c'est qu'au début, les conversations, même si elles restent toujours très sérieuses, n'étaient absolument pas matinées des émoticônes avec ce personnage jaune, avec des larmes qui lui sortent des yeux, tellement il est hilar. Et on voit de plus en plus que les discussions qui restent très sérieuses sont matinées de cet émoticône, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des discussions extrêmement sérieuses et de la bonne humeur. Et cette semaine, qu'est-ce qui a attiré votre attention au niveau des différents échanges? Alors évidemment, ce n'est absolument pas un fait local, mais évidemment l'échange entre Éric Zemmour et Absatoussi, qui traduit encore une fois à quel point la bêtise humaine peut être magistrale. Très bien, nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur cette actualité. Eric, la même question. Hein. Oui, Daniel, bonsoir. Et on va se répéter, mais merci de m'accueillir dans le Pige, c'est vrai. Je suis assez impressionné de ce rassemblement, de cette communauté de personnes, souvent antagonistes. Et c'est l'une des forces du Pige. On peut citer des exemples où cohabitent Bruno Blandin et Lido Mota. Un exemple où les deux principaux acteurs politiques des abîmes. Et ils échangent même sur le Pige. Et ça reste dans une certaine correction, Pierre-Yves l'a dit. Et c'est extraordinaire. Donc, je tiens à vous féliciter pour cette initiative qui, on ne sait pas jusqu'où ça ira, mais le plus loin possible, on l'espère, est une heureuse initiative. Concernant les faits d'actualité qui ont pu me marquer cette semaine, alors évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est l'échange entre Absatoussi et M. Zemmour, ou vice-versa, encore les élucubrations de Zemmour, on en reviendra peut-être dessus. Bien sûr. Et puis, il y a une chose qui a fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux, tout le monde l'a un peu vu, c'est cette fameuse proposition du président de Macron de traverser la rue pour trouver du travail. Ça a été bien commenté aussi sur le Pige, il y a eu beaucoup de
déclinaison de cette phrase-là. Il y a ça, et puis un troisième thème, si on a le temps, sur lequel j'aimerais venir, c'est sur les radars tourelles qui doivent se développer ici, dans un silence assez surprenant, je trouve. Voilà. C'est noté. Merci Eric. Georges Boucard, oui. La même question. Hein. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le pige est un peu l'écho de l'état de la démocratie dans le pays Guadeloupe. Il était nécessaire qu'on puisse avoir cet espace d'échange, qui est parfois vif. Hein. Moi, je crois que les échanges sont parfois vifs, même des fois, il y a des effectifs. Mais c'est aussi, ça mesure l'état de la démocratie dans le pays. Et on avait besoin de ces espaces de discussion. Dans la mesure où ça reste quand même courtois, même si les points de vue sont souvent opposés. Mais c'était nécessaire. C'est nécessaire dans le pays de Guadeloupe d'avoir cet espace de discussion, parce que vaut mieux que la discussion se passe sur les réseaux sociaux, que ça permet de purger les passions, qu'elle se passe en confrontation, des fois, parfois, qui peuvent avoir quelques dérapages. Donc c'est un élément de prévention pour mesurer l'état de la démocratie dans notre pays. Alors ce qui a retenu mon attention, c'est effectivement cette polémique, et puis c'est cette plaie, moi j'appelle ça une plaie, hein, la plaie Zemmour depuis trop longtemps dans le PAF, dans le paysage audiovisuel français. On a laissé faire. Et ça a des échos, et ça montre bien que aussi il y a des plaies aussi dans le paysage audiovisuel guadeloupéen aussi. Et ça, je prends mes responsabilités. Je dis que par exemple, une radio où à longueur de journée, on a des attaques anti-haïtiennes, des attaques xénophobes. De quelle radio il s'agit ? Je parle de la radio de M. Yoyotte. Je trouve ça scandaleux qu'on laisse que le CSA n'intervienne pas. Parce que là, c'est de l'incitation, c'est un peu Radio Mille Collines comme au Rwanda. Mais c'est ça qu'il y a. Le Rwanda, c'est ça. On a laissé une radio pendant des années monter les communautés les unes contre les autres. Donc, ça aussi, il y a une certaine responsabilité, un certain laxisme qui peut déboucher sur un certain nombre de troubles intercommunautaires en Guadeloupe. Je veux dire, qu'on fasse très attention à cette incitation à la haine de l'étranger. Parce que nous sommes tous étrangers quelque part. Et c'est un peu le hasard du bateau qui a fait que, quelque part, du bateau négrier, qui fait qu'aujourd'hui, certains sont là, d'autres auraient pu être en Haïti. Et d'autres auraient pu être à Saint-Domingue, et d'autres sont en France. Donc voilà, c'est un peu cette histoire-là que j'avais attiré l'attention. Et le deuxième fait qui a marqué mon attention, c'est aussi ces controverses qu'il y a aux abîmes, notamment sur les problématiques avec le député Servat, sur ces problématiques volte-face aussi sur la problématique de l'abattement des 30%. Donc je pense qu'il faut nous aurons l'occasion d'en parler. Marvin. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs qui nous écoutent. Donc effectivement, comme je rejoins tout ce qui a été dit, c'est vrai qu'aujourd'hui le pige est un vrai espace de communication, un espace aussi où s'expriment des personnes de tout bord. Et c'est vrai que c'est un bel exemple de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons fournir en Guadeloupe en termes de réflexion, comme vous l'avez dit, de réflexion philosophique, mais aussi de point de vue et de vision, de vraie vision pour l'avenir et avec des générations différentes. Excusez-moi de parler de génération parce que je me sens un peu jeune, mais en tout état de cause, je crois qu'il n'y a pas d'idées jeunes ou d'idées vieilles, il n'y a que des bonnes idées, et en l'occurrence le pige est une bonne idée, et où cohabitent des personnes effectivement de toute la société civile et qui s'expriment assez aisément dans un respect effectivement, avec des échanges très cordiaux, et je rajouterais que c'est aujourd'hui une vraie alternative pour les médias traditionnels que nous connaissons, puisque on discute, j'ai presque envie de dire 24 heures sur 24 sur le pige, de sujets qui nous animent, parfois qui nous passionnent, mais nous restons effectivement dans une entente qui est plutôt cordiale. Alors sur l'actualité, moi j'aimerais quand même rebondir sur cet échange qui a un peu fait le buzz aussi sur les réseaux sociaux à la CCI, entre un syndicaliste et le directeur des services de la CCI. Je rejoins aussi tout ce qui a été dit sur effectivement Absatou
souci est Éric Zemmour. Éric Zemmour qui n'est pas à sa première sortie de ce type. Donc je crois qu'aujourd'hui, j'irai dans le sens de ceux qui disent qu'il ne faudrait pas qu'il soit invité sur les plateaux TV. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y a un tel engouement à vouloir échanger sur le pige? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment qu'il nous manquait cet espace, ou qu'il nous manque cet espace, justement, de pouvoir échanger entre nous? Et je salue en passage quelqu'un que nous apprécions tous, Samuel Damo, qui fait vraiment un travail conséquent, colossal sur le pige. Pierre-Yves, le sentiment aujourd'hui que vous avez, est-ce qu'il est partagé, ou vous êtes convaincu que cette discussion permet à la fois peut-être de mieux nous comprendre? Alors, première chose, je pense que ça correspond à une traduction de la modernité actuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, on se rencontrait sous le manguier, dans un coin dans le quartier, on se rencontrait au marché, on se rencontrait à l'église, même si ça se fait encore dans les veillées, même si ça continue. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mobile semble être devenu un connecteur d'individus. C'est un élément, un facteur favorable au rassemblement social. Et je pense que ce groupe WhatsApp qui est SEM que vous avez créé participe de cette tendance-là. C'est-à-dire, à partir de la modernité, on va favoriser la concertation, on va favoriser le dialogue, on va favoriser les échanges. Et j'ai envie de dire dans un deuxième temps, en termes d'image, que c'est l'arbre à palabres, mais pour parler paroles 5 et 4, grâce à un outil de modernité du 21e siècle que le portable, qui est le smartphone, avec la possibilité de se connecter en Internet. Et enfin, dernier élément, je rejoins Georges sur ce qu'il disait quand il décrivait le pitch, c'est aussi un facteur de pacification sociale. Et c'est très important en Guadeloupe qu'on ait dans ce pays qui est malheureusement gangréné par la violence, et pas uniquement par la violence des jeunes qui braquent, un pays qui est gangréné par la violence, qu'on ait des espaces et des instruments de pacification sociale, et sans rentrer dans un discours qui verserait dans la dithyrambe pour le pige. Je trouve que le pige participe de cette démarche-là, de pacification sociale en Guadeloupe. C'est extrêmement important. Éric, cette envie de pouvoir écrire, car c'est vrai que dans le pige, il y a deux possibilités, soit effectivement d'échanger par écrit, soit des audios, soit partager donc des informations. Sur ces échanges, par exemple, on voit que vous participez bien souvent à des débats, puisque vous êtes un contributeur, je dirais. Oui, dans la mesure, modestement, et dans la mesure du possible. Mais Pierre-Yves a dit l'essentiel. C'est un besoin, effectivement, d'échanger sur des sujets d'actualité. Je pense que ce qui, quand même, réunit l'essentiel des gens qui participent au PIGE, c'est un intérêt précis pour la Guadeloupe. Je pense qu'il y a un vrai engouement pour le pays, et c'est l'occasion d'émettre des idées, d'échanger. Même ceux qui sont les plus silencieux, ils observent, donc ça n'est pas vain. Ils observent, ils en tiennent compte, sans trahir certaines actions. Il n'y a pas que de la parole. Je pense que parallèlement à ce qui se fait au niveau palabre, au niveau écrit sur le PIGE, je pense qu'il y a des actions aussi qui se font à côté, qui commencent à naître. Donc c'est un vrai émulateur de mouvements, d'idées, et qui va, à mon avis, accoucher de quelque chose qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. C'est un besoin, et la preuve, c'est que les gens ne partent pas, ou alors très rarement du PIGE, même quand ils ne s'expriment pas. Et ils sont là parce qu'ils y trouvent un intérêt. Donc même moi, je le dis là, mais je n'ai pas encore tout cerné de l'intérêt du PIGE, mais il y avait un besoin. Si cela se passe comme ça, c'est qu'il y a un vrai besoin qui existait. Merci Eric. Alors vous, Georges, vous connaissez bien les systèmes de communication et d'information en Guadeloupe. Oui. Vous êtes
férus de communication. Alors là, le pige, c'est vrai que vous êtes resté en veille pendant quelques temps, vous avez observé. Tout à fait. Et là, depuis quelques jours, on vous sent très en forme. Quelques semaines. Quelques semaines, très en bonnes forme. semaines. Oui. Avec aussi des tournures de phrases, avec aussi cette capacité de pouvoir marier le créole et le français. Moi, ce qui m'impressionne dans le pige, c'est de voir cette facilité que certains ont à écrire en créole. Et c'est vrai que c'est fascinant et ça donne envie. Alors justement, je voulais que vous en disiez deux mots par rapport à ça. Oui, moi je suis un féru adepte de la créolité. Parce que je trouve que ça c'est ça qui a fait que nous là. C'est parce que nous ne parlons pas créole, nous ne parlons pas français, nous ne parlons pas espagnol, nous ne parlons pas anglais. Parce que dans le langage des jeunes aujourd'hui, il y a de plus en plus de Sista, Bowser, il y a de plus en plus. En fait, c'est la Caraïbe, en fait. Hein, c'est ce creuset des civilisations qui a fait ce que nous sommes. Cette créolité, bon, il y a des critères sur la créolité. Mais cette créolité, elle est en mouvement. Et elle donne ces individus qui sont pluriculture. La force des Antilles et des Guadeloupéens, c'est que nous sommes le résultat de ce brassage des cultures, dans une histoire douloureuse, dans une histoire contrainte, dans une histoire dont nous portons la résilience. Mais nous sommes la résilience, nous sommes le résultat de cette résilience. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il faut. Moi, je regarde beaucoup ce qu'écrit Raphaël Confiant. Un roman comme Eau de café, c'est un délice de lire ça. Parce que c'est les travaux de Chamoiseau et d'autres qui écrivent de cette façon-là, en mariant le créole, c'est nous. Donc, pas une raison pour ne pas parler créole, pour aller piger là, nous ne parlons pas le créole, nous ne parlons pas le français, et on maîtrise ces deux langages. Donc, on a cette ouverture, et on peut en mettre un peu d'espagnol. Donc, et pour aller dans le sens d'Éric Coriolan, ce n'est pas que de la palabre ou des écrits. Parce que, comme je dis toujours, la réflexion doit précéder l'action. Et le pige, c'est la réflexion. Mais l'action se traduit où nous avons pris une initiative qu'on peut annoncer. Nous sommes réunis un certain nombre de Guadeloupéens et nous avons décidé de faire que la Guadeloupe facilite les investissements directs étrangers en Guadeloupe, mais que certains Guadeloupéens peuvent aussi aller porter notre savoir-faire dans des pays émergents. Et nous sommes en train, avec un certain nombre de Guadeloupéens, de monter une association qui s'appellera GUAD, Investissement direct étranger, pour pouvoir faciliter, pour que les porteurs de projets, les entrepreneurs qui ont un savoir-faire, parce qu'on a un certain nombre de produits de niche qu'on peut exporter. Pour être très rapide, je prends un seul exemple. Il y a quelques années, j'ai été contacté par des éleveurs du haras du Pin pour fournir du sirop batterie. Parce que vous savez que pour élever les chevaux, le sirop batterie a une valeur énergétique de sucre très importante. Et ils étaient, eux, en lien directement avec des Qataris. Parce que vous savez que le Qatar a les moyens d'avoir des cheveux qui ont un prix très important. Et ils les nourrissent avec du sirop batterie de canne. Et ils voulaient passer commande de sirop batterie depuis Marie-Galante jusqu'au Qatar. Mais nous n'avions pas la supply chain, la chaîne logistique permettant de faire ça. Donc ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, qu'on est en train de mettre autour de l'aéroport Logidome, je fais de la publicité, mais un certain nombre de grosses structures. En logistique adaptée. Nous voulons créer un cluster sur la logistique permettant à ces produits de niche qu'on a. On a un miel qui est exceptionnel. On a un café qui vaut le Blue Mountain des États-Unis, de la Jamaïque. Donc par rapport à cela, monter ce cluster et faire en sorte que ces produits de niche puissent être vendus. Mais ces investissements directs étrangers, comme je dis, c'est pour aussi aller conquérir un certain nombre de marchés. Et faire en sorte aussi que certaines normes. Pourquoi ne pas commercer directement avec la Chine ?
pourquoi toujours regarder la Guadeloupe sur la France hexagonale? Donc, selon vous, il faut voir. Il faut beaucoup. voir grand. Donc voilà une initiative que nous prenons qui va être très concrète et c'est parce que nous avons échangé sur le PIGE avec un certain nombre de personnes et au fur et à mesure ça va se mettre en place et voilà concrètement et je sais qu'il y a d'autres initiatives qui se prendront. C'est ça le PIGE. Est-ce que Marvin, aujourd'hui, on découvre en nous cette capacité de pouvoir faire des choses ensemble? Car c'est vrai que souvent on nous dit ouais, c'est vrai que bon, nous sommes très critiques envers nos compatriotes. Et lorsqu'on rencontre au niveau du PIGE, qu'on arrive à discuter, qu'on arrive à se rencontrer et surtout qu'on arrive à faire des choses ensemble. Alors, il faut quand même de la critique. Et la critique, parfois, elle peut être constructive et on peut avancer avec justement cette critique. Mais je crois surtout que le PIGE aussi permet de faire une mise en relation et crée un lien entre nous. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous nous retrouvons assis à 4 sur le plateau, mais sans le PIGE, nous n'aurions pas été là. Moi, je n'aurais pas connu Georges, je n'aurais pas connu Eric, je n'aurais pas connu Pierre-Yves et peut-être que je serais passé à côté de quelque chose, messieurs. Mais... je ne pas connaître Georges, ne pas connaître Eric, ne pas connaître Pierre-Yves. Mais cela dit, quand j'entends effectivement ce que Georges il vient de dire sur la réflexion doit précéder l'action, quelque part, j'ai envie de lui dire que si nous sommes là aussi, c'est que quelque part, nous avons été tous acteurs à notre niveau, à notre échelle, avant d'être sur le PIGE. Et c'est ça qui permet justement de faire la mise en relation et d'aller plus loin, de créer cette émanation constructive qui peut nous permettre d'échanger, de se développer et d'avoir une horizon totalement différente. Et je crois qu'aujourd'hui, le PIGE est un vrai moyen pour y arriver et peut-être même que ça peut créer une envie pour d'autres personnes de pouvoir se mettre ensemble. Souvent, les réseaux sociaux sont très contestés. Il y a une controverse sur les réseaux sociaux où on pointe toujours du doigt ce qui est mauvais. Mais aujourd'hui, un Guadeloupéen peut se retrouver au Japon, en Chine, il peut avoir un besoin et il peut justement l'exprimer via quelqu'un qui est sur le PIGE. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu sur le PIGE, parfois sur des demandes où des étudiants sont ailleurs, sont même en France hexagonale. Et puis finalement, ça se débloque. Donc je crois qu'il y a un besoin et il faut que ce groupe perdure, il faut que ce groupe existe et il faut aussi que les membres de ce groupe puissent se rencontrer, échanger et se voir, notamment comme on le fait ce soir, certes de façon officielle, mais peut-être aussi sous une échelle un peu, avec un échantillon un peu plus important. Juste avant la coupe au pub, une pensée pour notre ami qui nous a quittés dernièrement, Thierry Blaise. C'est terrible. C'est terrible et c'est vrai que Thierry, j'aime pas parler au passé parce que pour moi il est encore présent. Thierry, c'est vrai, quelqu'un d'extraordinaire, il a beaucoup apporté, il apporte beaucoup de choses au PIGE, il est encore présent avec nous. Et c'est vrai que bon, Thierry nous manque. Thierry nous manque terriblement. Alors, c'est vrai que, messieurs, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de commentaires en ce moment. Genre, il semblerait qu'on attend beaucoup de vous, que vous fassiez une intervention et que vous allez peut-être faire tout à l'heure. On n'en dit pas plus. Marvin, on vous trouve très beau garçon. Eric, on ne vous reconnaît pas, on dit que vous êtes très gentil. Vous êtes plus gentil que d'habitude. Non, mais ce n'est pas moi, c'est des commentaires. Et puis arrive toujours égal à lui-même. Bon, voilà. J'essaie. Donc, nos amis du PIGE nous regardent. Merci beaucoup, merci messieurs. C'est vrai que. C'est le PIGE du PIGE. C'est le PIGE du PIGE. C'est vrai que vous êtes tellement nombreux que je ne veux pas en citer. Vous citer un pour ne pas citer les autres. Merci beaucoup. Messieurs, nous avons la chance et le plaisir de recevoir la semaine prochaine votre président de la République, enfin notre président de la République, M. Macron, qui revient voir un petit peu si tout s'est passé. Alors, vous avez des informations, Pierre-Yves, par rapport à la venue d'Emmanuel Macron la semaine prochaine? Absolument pas, je ne suis pas un marchien, enfin un marcheur, je ne suis pas un marcheur, ni de la première heure, ni de la dernière heure. Et moi je pense que première chose, c'est dans la tradition de la Ve République, le chef de l'État se déplace dans les Outre-mer. Mais ce que j'ai envie de dire dans un deuxième temps, ce qui est intéressant, c'est, moi qui aime beaucoup les analyses comparées, c'est de voir dans quel état d'esprit se déplace aujourd'hui
un président de la République assez atypique, iconoclaste, une quarantaine d'années, par rapport à ses prédécesseurs. Rappelons qu'il a été élu sur un triptyque, 3 éléments. Je suis progressiste, je suis libéral et je suis européiste. Et alors, sur le progressisme, on peut y mettre plein de choses, y compris des considérations morales, mais moi je retiendrai le libéralisme économique. Et sur le libéralisme économique, qui est une doctrine très particulière, très précise, on sait que ce président de la République a participé avec Jacques Attali à l'époque, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, à l'élaboration d'un rapport qui avait pour titre « Relancer la croissance économique en France » et qui, par exemple, proposait qu'on supprime de la Constitution le principe de précaution parce que ça empêche de faire du business. Ce sont des éléments écrits qu'on peut tout à fait trouver et qui traduit la pensée politique de ce monsieur, qui est le président de la République de tous les Français, avec une incidence sur les Outre-mer. C'est-à-dire que notre appartenance à la République a été beaucoup béancée par le fait que nous nous considérons, à tort ou à raison, comme des enfants de la patrie. Je dis à tort ou à raison. Ils nous considèrent ou non, non, que nous nous considérons. Et je dis à tort ou à raison parce qu'on sait qu'il y a des gens dans les Outre-mer qui sont favorables à ce que ces territoires-là, un jour, puissent accéder à l'indépendance nationale, et d'autres qui se disent que le but de nos civilisations, ça doit être de parvenir à l'égalité parfaite avec les Français de France hexagonale. Et j'ai bien aimé que Dimitri ait parlé non pas de métropole, mais de France hexagonale. Et donc, je veux simplement dire qu'en termes d'analyse comparée, il y a une césure, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer ce président de la République-là à d'autres présidents de la République parce qu'il est d'une autre veine, il est d'un autre matériau, et son matériau est celui du libéralisme économique, qui consiste à dire qu'il faut compter sur ses propres forces et qu'il ne faut surtout pas attendre que ton salut vienne de la puissance publique et du président de la République. Vous n'êtes pas trop fan de lui, hein? Non. Je raisonne avec de la hauteur. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'exercer 2 métiers qui sont dominés par la liberté. C'est l'université et l'avocature. Et l'universitaire qui s'exprime prend de la hauteur par rapport aux choses et décrit un comportement au travers de sciences précises qui sont la science administrative, qui sont la science politique, les sciences économiques. Et donc, à partir de cette analyse-là, je suis obligé de tirer des conclusions qui ne vont pas forcément plaire aux Guadeloupéens qui attendent depuis des années beaucoup de la République. Et je pourrais donner un autre exemple. Aujourd'hui, on parle d'Emmanuel Macron, mais j'aurais pu parler de François Hollande qui, dans une émission de Michel Drucker, tout en étant socialiste, exhortait, alors même qu'il n'était pas encore président de la République, exhortait les populations d'outre-mer, j'aime pas non plus ce terme-là, à se prendre davantage en charge. C'était aussi le discours de Nicolas Sarkozy dans le discours de Petit-Bourg 1 et de Petit-Bourg 2, qui nous disait, vous comprenez, compatriotes de Guadeloupe, votre région ne peut pas être gérée comme une région de montagne. Et donc c'est pour ça que je parlais de césure. Et je pense, et je l'affirme, je le soutiens, que Emmanuel Macron cristallise la quintessence de cette nouvelle génération de présidents de la République qui a un rapport aux Outre-mer qui est complètement différent et que nous devons comprendre. Oui, très bien. Nous devons peut-être le comprendre, mais il y a quand même cet homme de principe. Moi, je dirais que Emmanuel Macron, c'est un libéral. Moi, je dis même mieux. C'est un ultra-libéral parce que mais il est socialiste. Non, il n'est pas du tout. Il n'est pas socialiste. Ah non, il n'est pas socialiste. Non. Moi je dis que on est là dans peut-être la quintessence de l'ultra-libéralisme parce que Emmanuel Macron pose un certain nombre de faits. La suppression de l'ISF.
Pas totalement. La suppression de l'ISF. Avec la compensation quand même. Oui, mais c'est un acte qui a été posé. Quand on détricote le modèle social français, qui est quand même un modèle social qui est hérité de lutte, qui vient du Conseil national de la résistance, c'est De Gaulle qui crée la sécurité sociale. Quand on commence à dérembourser un certain nombre de médicaments, les médicaments pour le mal du dos pour les personnes âgées, donc quand on touche, on augmente la CSG pour les personnes âgées, pour les petites retraites. Quand on n'aligne pas avec la complicité du député de la première circonscription, quand on n'aligne pas les petites retraites des Guadeloupéens sur les minima des retraites des agriculteurs français, de la France hexagonale, là, on pose une vision de la société. Et c'est l'ancien président Hollande qui disait que ce n'est pas le président des riches, c'est le président des très riches. Parce que ces actes politiques sont dans une veine de l'ultralibéralisme, de laisser faire, le laisser passer. C'est vraiment la doctrine ultralibérale qui est en jeu aujourd'hui. Et pour les Outre-mer, ça a des conséquences. Effectivement, la vision, elle est haute. On est en train de nous dire qu'il faut oublier les mécanismes de la solidarité nationale. On veut nous faire aujourd'hui, un certain parti en Guadeloupe, le GUSR pour ne pas le nommer, veut nous dire qu'il faut nous-mêmes cotiser par la création d'un fonds en ponctionnant sur l'octroi de mer. Alors, c'est la double peine. Pour indemniser, pour régler le problème des sargasses, pour régler un certain nombre de problématiques locales. Alors, un pays qui a déjà des handicaps structurels, qui bénéficie des fonds européens à un certain niveau, parce qu'il y a des handicaps structurels effectifs, qui a des taux de chômage, on demande c'est comme si dans une famille il y a un handicapé et on demande à celui qui a le handicap d'avoir la même contribution. Non, et là je dis que ce gouvernement-là a une politique pour l'outre-mer qu'il faut analyser et qui n'est pas la même. Effectivement, Pierre-Yves a raison, c'est un changement de paradigme. Mais c'est un changement de paradigme qui est extrêmement dangereux. Il faut que la société aussi analyse ce changement. Je vous entends Éric Coriolan par rapport à ça. C'est sûr qu'on ne va pas chanter Bienvenue Président ce soir. On va attendre Marvin pour voir s'il a un fan. Non, mais Emmanuel Macron, le président de la République française qui vient ici, c'est dans la tradition des présidents qui se déplacent. Alors, il se dit qu'en général, c'est quand ça dévisse dans les sondages qu'ils viennent en général se refaire une santé. Mais il avait promis qu'il reviendrait juste après. Pardon ? Il avait dit qu'il reviendrait une année après. Oui, c'est vrai. Il avait dit qu'il reviendrait. Pour les ouragans. Il se trouve qu'il dévisse dans les sondages à cause d'un certain nombre de faits, notamment à sa traversée de rue pour trouver. Alors, c'est un président effectivement iconoclaste et assez différent de ce que la France a connu jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, qui a un franc-parler et qui n'hésite pas à sortir des choses qui se retournent contre lui des freins. Mais je ne suis jamais surpris de ces sorties. Mais ce que j'attends surtout de la visite de Macron ici, c'est qu'il y a un certain nombre de marcheurs en Guadeloupe. Je pense qu'on en a. Oui, ça existe. Qu'il fasse remonter, pas dans le sens de la requête et de la demande, qui ne plaît pas du tout à Pierre-Yves. Non, pas du tout. Non, pas bien entendu. Mais que les marcheurs expriment vraiment ce que la Guadeloupe attend profondément. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se fait. Quand vous dites les marcheurs, ce sont les marcheurs qui sont encartés politiquement encartés ou pas, en tout cas ceux qui se définissent comme tels, comme étant des soutiens d'Emmanuel Macron. Le président de région est un soutien premier d'Emmanuel Macron, par exemple. GUSR, ou je ne sais pas. Aussi, il y a un certain nombre en tout cas affiliés ou apparentés à En Marche qui sont ici et qui devraient vraiment faire remonter les ressentis profonds de la Guadeloupe et ne pas attendre que Macron vienne ici pour dire voilà ce que moi je propose pour la Guadeloupe. On n'entend pas, c'est-à-dire l'année passe, les mois s'écoulent, les jours, et on a l'impression qu'il n'y a rien à Guadeloupe, il n'y a pas, la population ne se fait pas entendre et nous avons des représentants éminents de cette majorité-là. Alors Emmanuel Macron, on a parlé
il a été élu sur un plan plutôt centre, mais très centre-droit. Hein. Il s'est dit social-démocrate, mais c'est vrai qu'il est quand même très, très à droite dans ses comportements et dans sa politique. Mais encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails, les spécialistes sont là et Pierre-Yves peut plus parler du niveau politique précis de Macron, mais j'attends vraiment que les gens qui soutiennent Macron ici fassent remonter les ressentis profonds de la population guadeloupéenne, et pour l'instant ça n'est pas le cas. Et voilà. Avant de redonner la parole à Pierre-Yves, vous voulez entendre Marvin. Moi, l'analyse que je fais aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est que je pense qu'il faut partir depuis 6 mois avant l'élection. Le parti, il a été créé finalement après l'élection, La République En Marche. On se retrouve aujourd'hui avec des ministres. Moi, je fais un sondage auprès parfois des personnes qui me côtoient. Je leur demande de me citer, de me donner 5 ministres. Ils sont incapables de me donner 5 ministres. Aujourd'hui, je crois que la communication de ce que fait de l'action gouvernementale, elle est ciblée sur Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il cristallise l'opinion publique sur lui. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, parce qu'il faut toujours quand même se méfier du silence, c'est ce silence même au niveau national. Quand on voit Georges, vous avez cité tout à l'heure toutes les réformes qu'Emmanuel Macron a pu réaliser depuis qu'il est au pouvoir, et malgré tout, en fait, il y a une certaine latence finalement. Alors, au point de vue local, moi ce que je dis, c'est un peu pour aller dans le sens d'Éric, c'est que moi je ne demande pas aux marcheurs finalement de se manifester, mais quelque part je me demande en fait, est-ce qu'aujourd'hui nous en tant que Guadeloupéens et certains en tant que décideurs politiques, est-ce qu'ils ont cette capacité, parce que nous sommes comme dans une société de lobbying, est-ce qu'ils ont cette capacité d'aller frapper à la porte et de dire voilà ce que nous voulons? Et est-ce qu'ils ont cette capacité à pouvoir être entendus? Aujourd'hui, c'est plutôt cette question que je pose, sans a priori, sans déjà avoir ma réponse, mais c'est un ressentiment. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'on a cette capacité aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, président de la République, de pouvoir... Alors, on a des faits. Il y a un élément qui me turlupine l'esprit, c'est le positionnement. Et ça, je pense que Pierre-Yves pourra bien y répondre, et ensuite Georges. C'est le positionnement de notre président de région, car c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est un marcheur, il représente quand même la politique de Macron, du président de la République en Guadeloupe. Et ils se rencontrent bien souvent, on les voit dans des négociations. Aujourd'hui, ça vous inspire quoi, Pierre-Yves, par rapport à cette relation? Concernant le rapport du président de région avec l'actuel président de la République, là aussi, j'aime beaucoup les démarches comparées, même si comparaison n'est pas raison. Ces dernières années, on a eu des présidents de région en Guadeloupe. Alors, est-ce que c'est le fruit du hasard? J'y pensais il y a encore quelques temps, ou est-ce que ce sont des éléments de l'histoire qu'on n'arrive pas à comprendre? Et je crois que c'est Éluard qui disait qu'il n'y a pas de hasard, qu'il n'y a que des rendez-vous. C'est à croire que les derniers présidents de région en Guadeloupe ont des rendez-vous précis avec les présidents de la République. Il y avait une amitié très forte entre Lucette Michaud-Chevry et Jacques Chirac, qui dépassait, à mon avis, les relations simplement politiques. Il y a une amitié très forte entre Victorin Lurel et François Hollande, qui dépasse aussi les relations de la politique. Et aujourd'hui, on a un président de région qui a une relation manifestement très forte avec le président de la République et qui dépasse les simples relations politiques. Et je pense que l'actuel président de région a compris, au moment où Emmanuel Macron n'était pas compris, qu'il pouvait miser sur lui, qu'on pouvait lui faire confiance. Et je pense que ça a créé un lien entre les deux hommes. C'est ainsi que je peux l'expliquer, à la fois en faisant l'analyse comparée et cette relation particulière qu'a pu avoir le président de région actuel avec l'actuel président de la République. Sauf que, au-delà des relations d'amitié, je dis ça très souvent, la campagne électorale, c'est de la poésie, mais l'exercice des responsabilités, c'est de la prose. Et là, on est dans l'exercice des responsabilités, on est dans la prose, on n'est plus dans la poésie, on n'est plus dans la campagne. Et donc, l'amitié ne va pas forcément justifier. Et c'est pour ça que je relativise ce que disait, j'ai envie de relativiser ce que disait Éric, c'est que quand Éric dit qu'il faut que les marcheurs de Guadeloupe fassent remonter auprès du président de la République ce que ressentent les Guadeloupéens. Moi, je vous dis que l'appareil de l'État ici, c'est parfaitement
parfaitement ce que ressentent les Guadeloupéens. Les marcheurs de Guadeloupe n'ont pas besoin de dire à Emmanuel Macron, voici ce que pensent les Guadeloupéens. Moi, je pense qu'en revanche, nous devons comprendre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous devons comprendre que l'État a changé d'état d'esprit, que l'État a changé d'ADN, et que pour régler nos problèmes chez nous, régler les problèmes de Sargasses par exemple, nous ne pouvons plus compter sur le pouvoir central, parce que l'État s'inscrit maintenant dans une philosophie particulière qui s'appelle l'État agile, qui s'appelle la territorialisation de l'action publique. Ça veut dire que la politique économique qui est décidée, par exemple, pour les régions en France, eh bien, cette politique économique ne sera pas la même pour la région Guadeloupe que celle de la région du Nord, parce que ce sont deux régions différentes. Et donc, c'est une nouvelle ère, et nous devons comprendre qu'il faut adapter nos mentalités et changer nos logiciels. Alors, vous disiez tout à l'heure, presque pour me taquiner, mais vous ne l'aimez même pas beaucoup, le président de la République. C'est pas tout ça. En tout cas, s'il y a quelque chose que je n'ai pas du tout aimé qu'il ait dit, et que je trouve inqualifiable et innommable, c'est qu'il ait pu dire que si l'Afrique se trouve dans cette situation, c'est parce que les femmes africaines font trop d'enfants. Alors je trouve que pour quelqu'un qui a fait une aussi grande école que l'ENA, je réponds par une onomatopée. Georges, vous voulez intervenir par rapport à ça et ensuite on passe à autre chose? Oui, tout à fait. Moi, je crois que on peut aborder le problème sur le plan théorique, mais il faut être, moi, je suis toujours factuel. Et sinon, on juge les politiques à leurs actes. Quand on pose un certain nombre d'actes, notamment sur le fait qu'on n'ait pas encore pu trouver de véhicules pour régler le problème des Sargasses. Et moi, je compare par rapport à ce qu'on a fait pour la Bretagne, c'est de manière factuelle. Donc, pour moi, il faut que ce gouvernement-là, il tienne compte de la situation particulière de la zone dans laquelle nous sommes. Parce qu'à force de nous considérer comme des centres de coûts, à force de nous dire que nous coûtons cher, à force de regarder le prisme, de regarder la relation entre la France hexagonale et la France de l'outre-mer, que sous l'angle des coûts, et ce gouvernement-là, c'est ce qu'on peut lui reprocher. C'est-à-dire qu'on regarde les choses que sous l'angle des coûts, on coûte. Mais la France ne serait pas un ensemble où le soleil ne se couche jamais s'il n'y avait pas l'outre-mer, ou par la fusée, c'est bien à court. Alors, justement, donc, c'est ça que je dis qu'il ne faut pas regarder ce que coûte l'outre-mer, il faut regarder ce que ça rapporte. La biodiversité. Il faut regarder 90% de la biodiversité française, elle est bien basée dans les outre-mer. Donc, par rapport à ça, moi, je crois que nous avons cet handicap structurel. On ne peut pas nous demander le même effort. Et c'est ça que moi j'appelle les mécanismes de la solidarité nationale qu'on est en train de détricoter. Et à force de les détricoter, eh bien, la relation entre la France continentale et l'outre-mer va se détériorer. Et on va se poser la question de savoir quels sont on va commencer à se poser la question de nos propres intérêts, Pierre-Yves. La question de nos propres intérêts et quels sont les voies et moyens peut-être de commencer à réfléchir sur nos propres intérêts dans un ensemble. Et là, pour finir, je dirais qu'aujourd'hui, c'est effectivement, l'heure n'est plus aux indépendances, l'heure aux interdépendances. Parce qu'on voit bien que tous les problèmes sont liés. Le problème des Sargasses ne peut pas se régler si on n'a pas des relations avec le Brésil. Donc tout est interdépendant. Donc, par contre, faut regarder, effectivement, comme le dit Pierre-Yves, quel est le niveau de souveraineté, comment domicilier le pouvoir localement, et quels sont les voies et moyens d'avoir les moyens d'interagir avec notre environnement. Oui, justement, je voudrais vous entendre sur la prochaine arrivée de Richard Samuel, qui, je rappelle, est un ancien préfet, ou qu'il est préfet, je crois, jusqu'au mois d'octobre, et qui, il semblerait qu'il rejoint la région pour donner un coup de main au président du conseil régional. Vous êtes au courant de cette information? Tout à fait, mais cette information-là, moi je dis déjà que Richard Samuel, en fait, je connais très bien, en plus, c'est quelqu'un qui a une brillante carrière dans le corps préfectoral. Simplement, nous sommes aussi, il y a des signaux qu'il faut donner, des signaux de rajeunissement un peu, et puis de personnes qui peuvent aussi, qui ont une telle carrière que aujourd'hui, moi je pense qu'il y a aussi place
à des gens qui sont un peu plus jeunes et qui ont aussi une dynamique permettant d'apporter. Donc vous voulez dire qu'il ne va rien faire, il ne va rien apporter Je n'ai pas dit, mais quand on est à quelques mois de la retraite. Alors qu'il y a des jeunes, justement, le député Servat, il veut que de favoriser le retour des ultramarins qui auraient quelques compétences. Mais c'est dans ce cadre-là. Mais c'est des jeunes. On va quand même. Ils n'ont pas précisé le jeu. Non, mais jeunes, moins jeunes. Je pense qu'il est quand même utile d'apporter le 109. L'avenir est à la jeunesse. Hein. On ne peut pas être et avoir été. Donc, par rapport à ça, moi, je trouve que bon, c'est un peu curieux. Mais justement, Georges Boucard, depuis quelques jours, et Yves Chicot disait quelques semaines, on vous voit dans le pige très actif à l'égard du... Très prolixe. Très prolixe, voilà, à l'égard du député Servat. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes aussi en colère? Non, on n'est pas en colère. C'est-à-dire que moi, la politique, c'est quelque chose de noble. Et je crois que quand la politique, d'ailleurs, si on ne fait pas de politique, la politique fait la politique pour nous. Si on ne s'occupe pas de la politique s'occupe de nous. Donc les intérêts que le citoyen s'occupe de politique. Je rappelle aux membres du PIJ qui nous regardent et qui voient signer GB, pardon, c'est Georges Boucard. Hein? Oui, moi j'assume tout ce que j'écris et je suis comme debout derrière mes écrits. Donc la politique, c'est quelque chose de noble. Donc, et nous sommes dans un combat démocratique avec une élection et la campagne électorale, vous avez, mais les partis, on ne va pas dire autre chose. Donc nous sommes dans une confrontation d'idées, programme contre programme. Mais lorsque je suis resté avec cette obligation de réserve, j'ai observé sur la fiche. Mais à partir du moment où le député Servat s'acoquine, parce que publiquement, il a déclaré qu'un certain individu, qui s'appelle Gérard Flory, dit Brackman, est son garde du corps officiel, dans une émission publique qui est passée sur Guadeloupe Première avec Jordan Rizzi. Il a déclaré que ce monsieur était son gérant du corps. Alors, du moment, ce monsieur se permet, dans des tracts sur un groupe qui s'appelle un groupe d'échange, administré par M. Daniel Marcin, se permet de faire une espèce de tract infamant, m'attaquant moi, attaquant ma famille, attaquant mes frères et ma famille, je réagis et j'ai décidé de sortir de cette obligation de réserve et de répondre coup pour coup parce que j'estime que la politique c'est quelque chose de noble et que nous avons pris du temps à réconcilier l'équipe d'Éric Jalton, nous avons pris du temps à réconcilier les familles abimiennes. Mais justement, est-ce que tombant justement dans ces rapports de force, vous sortez pas dans la noblesse? Non, il faut aussi des fois aller dans la fange pour combattre le mal et pour bien montrer aussi que vaut mieux que ces rapports-là se fassent dans le pige avec ces échanges que ça se transforme en confrontation physique. Parce que quand on blesse mon honneur, quand on blesse ma famille, j'ai le droit de répondre. Et j'ai répondu et je répondrai à toute attaque personnelle sur le pige ou en dehors du pige par rapport à des problèmes qui ne sont pas des problèmes politiques, qui sont des problèmes de basse politique. Donc par rapport à ça, j'ai répondu. Donc, et j'ai la possibilité en tant que citoyen, vous connaissez mon engagement citoyen pour le développement de la cité abimienne, donc aux côtés du maire des Abîmes. Nous sommes une équipe et nous sommes au travail. Donc lorsqu'on nous attaque, nous argumentons. Voilà. Alors, messieurs, il nous reste 5 minutes. C'est vrai que le temps passe très très vite. Georges, je sais que vous avez une actualité donc à nous parler. Oui. Simplement, avant d'y venir, je voudrais que qu'on parle deux mots concernant le détournement de fonds qu'il y a eu à la caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Pierre-Yves, deux mots à ce sujet. Ça fait des années quand même apparemment qu'il y avait une organisation quand même bien rodée et suite à un courrier anonyme, le procureur mène une enquête et tac, on tombe sur un détournement déjà dans une ville comme Pointe-à-Pitre qui est déjà fragile, qui va être encore plus fragilisée. D'accord. Avant de répondre sur
la question de la caisse des écoles, et je ne serai pas très bavard dessus, parce que j'ai pris connaissance de l'information par des intermédiaires. Je voulais revenir sur la question de l'arrivée de Richard Samuel à la région. Et là aussi, j'ai envie de faire de la science administrative, et j'ai envie de dire à chaque président de région son préfet. À l'époque de Lucette Michaud-Chevry, il y a eu un directeur général des services qui était un préfet en exercice, Jean-Pierre Etchari. Pendant la mandature de Victorin Lurel, il y a eu aussi un directeur général des services préfet, Marc Vizy, qui est très enraciné dans le pays, qu'on a connu. Donc ce n'est pas étonnant que sous la mandature de l'actuel président, qui est un préfet qui arrive. Ah, ça c'est le premier élément pour la Guadeloupe en termes d'analyse comparée, voir qu'il y a une continuité en dépit de la couleur des majorités régionales. La deuxième chose, et je l'expliquais à mes étudiants d'ailleurs mardi après-midi en cours de droit de la fonction publique de 3e année, c'est que les énarques, les hauts fonctionnaires sont beaucoup attirés aujourd'hui par les collectivités territoriales parce que le pouvoir de décider s'est déplacé de l'appareil central de l'État vers les collectivités territoriales par le biais d'un processus qu'on appelle la décentralisation depuis 30 ans. Donc j'ai fait un raccourci parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et j'ai parlé de fonction publique tout à l'heure pour faire la transition sur le sujet que vous avez évoqué. Malheureusement, sur cette question-là, il faut dire que les droits et surtout les obligations du fonctionnaire n'ont pas été respectés et que les agents publics, les fonctionnaires, les contractuels de la fonction publique doivent savoir qu'ils doivent exécuter leurs fonctions avec probité. Et c'est aussi, à mon avis, la question de savoir pourquoi j'intègre la fonction publique et quelle est la perception de la fonction publique en Guadeloupe. Est-ce que c'est un lieu de retranchement qui constitue une sécurité, ou est-ce que la fonction publique, c'est une fonction qui va permettre une élévation du pays? Je ne dis que ça parce que vous avez dit que nous n'avons que 5 minutes et comme Georges est très bavard, donc je voudrais bien entendre Éric et Marvin. Sur la venue de Samuel. Non mais on le taquine évidemment. Alors le dossier concernant rapidement, je ne connais pas. La venue de Richard Samuel, je ne souhaite pas m'exprimer dessus. Je vais juste. Pourquoi? Vous le connaissez pourtant? Non, pas plus que ça. Pour les états généraux, il était là quand même. Alors, si je dois dire quelque chose, on peut toujours trouver quelque chose à dire. C'est que je rejoindrai Georges là-dessus. Je pense que ça aurait été mieux un rajeunissement, un rafraîchissement. Il y a beaucoup de jeunes Guadeloupéens formés et qui peuvent revenir ici. Pourquoi systématiquement à l'aube de la retraite on veut venir s'occuper du pays, même s'il a de très bonnes compétences et peut-être que ses intentions sont louables et les intentions également des gens qui le font venir. Mais pour moi c'est un non-événement et voilà. Et Pierre-Yves a aussi abordé le sujet en disant à chacun son préfet. Voilà. Marvin, 2 mots sur... Ah non, mais moi, alors limite, j'aurais presque envie de contrebalancer parce que je me dis que quelque part, si il est préfet, c'est qu'il a une compétence, il peut peut-être apporter quelque chose, il peut peut-être apporter sa pierre. Maintenant, partager son expérience, son savoir, son expérience nationale, le dupliquer à l'échelle régionale, pourquoi pas. J'ai presque envie de dire wait and see, attendons. Georges, une actualité aux abîmes. Tout à fait. Donc nous ne sommes pas que dans l'invective, nous sommes aussi dans l'action. Dans la production. Dans la production. Nous répondons aux attaques, mais nous sommes dans la production et nous sommes avec l'équipe aux affaires. Et nous avons eu le bénéfice avec la ville de Basse-Terre et la ville de Pointe-à-Pitre d'être retenu dans le programme Action Cœur de Ville. Action Cœur de Ville, c'est une politique publique un peu comme celle qui a permis de mettre en place la rénovation urbaine, la rue Sable, la rénovation urbaine, et la rue Pape, la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre. Donc c'est un programme qui se focalise un peu plus sur les centres-villes. Comment construire un centre-ville actif, comment redynamiser les commerces, comment mettre de l'attractivité. Et pour ce faire, donc, la ville des Abîmes va signer donc, une convention cadre avec l'État, avec le commissariat général à l'égalité des territoires, sur une convention sur 5 ans, permettant d'avoir des fonds publics pour pouvoir un peu relooker entre guillemets son centre-ville. Donc les rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Et la semaine prochaine. Alors, pour ce faire, nous organisons un séminaire avec donc un certain nombre d'experts du
de la question de l'aménagement du territoire et de la redynamisation du centre-ville. Et donc le mardi 25, c'est l'ouverture officielle de ce séminaire qui est destiné aux élus cadres des villes signataires, c'est-à-dire et des autres villes qui peuvent s'associer. On a l'eau, le Moule, qui ont des problématiques de centre-ville, Sainte-Rose, la Montagne, ceux qui ont des problématiques de centre-ville, Magalan, peuvent, les cadres et les élus peuvent venir donc à l'hôtel de ville mardi 25 septembre, et nous échangerons sur ces problématiques-là. Et nous lançons, nous, notre concertation donc, avec la population le mercredi donc, 26 à 18h, toujours à l'hôtel de ville, pour signer le 27 la convention cadre qui va régir ce programme Action Cœur de Ville. Donc nous invitons la population des Abîmes à venir à l'hôtel de ville, donc mercredi 26 septembre à partir de 18h30 à l'hôtel de ville. Merci Georges, merci messieurs, c'est déjà terminé. C'est vrai que le temps file. C'est vrai que bon, on n'a pas pu évoquer tous les sujets, mais bon, nous aurons bien sûr l'occasion de le faire dans une autre émission. En tout cas, merci encore. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, soyez toujours assidus au Pige et bienvenue dans le monde du Pige. Voilà, c'est terminé pour nous ce soir. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite de passer bien sûr une très très bonne soirée sur Canal 10 et rendez-vous dans 15 jours avec une autre émission dans les Échos du Pige.